Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ils sont là, les 8 meilleures équipes de cette Coupe du Monde. France-Maroc, Espagne-Belgique, Norvège-Angleterre, Argentine-Suisse. Le top 8 mondial pour cette Coupe du Monde. Au départ, ils étaient 48. Les 40 sont éliminés. Il ne reste plus que 8. Et ces 8 équipes vont se battre pour chercher une place pour les demi-finales. C'est l'enjeu de ces quarts de finale, bien sûr. Et je vais vous donner mes pronostics par rapport à ces matchs. Comme d'hab, je vais vous donner ma note de hype pour tous les affiches, mes petites analyses par rapport à la force, à la faiblesse, les individualités de chaque nation. Je vais vous donner ma probabilité, la force probable des deux équipes pour se qualifier et bien sûr le prono de chaque rencontre. C'est le programme et on commence tout de suite avec cette France-Maroc qui débute ce soir à 23h. Niveau hype, c'est la meilleure affiche pour moi de ces quarts de finale. Et bien sûr, ça mérite une note de 5 étoiles. France-Maroc, c'est le remake de la demi-finale d'il y a 4 ans au Qatar. Mais depuis 4 ans, les deux équipes ont évolué, ont changé. La France, qui a gagné tous ses matchs pendant cette Coupe du Monde depuis le début et qui s'est sorti vainqueur, surtout mentalement. Ils ont gagné beaucoup d'expérience après cette bataille contre le Paraguay. Une expérience qui peut-être a fait grandir cette équipe encore un peu plus. Et on connaît cette équipe maintenant. On connaît leur première force de frappe offensive avec ce que j'appelle les 3 mousquetaires, accompagnés du petit D'Artagnan sur le côté gauche. Et je le répète toujours, que ce soit Barcola, que ce soit Doué, chacun a leur style et leur profil. Et on a vu, face au Paraguay, Désiré Doué était une option plus décisive qu'un Barcola face à un bloc bas. En défense, le triangle de Bermude français, Maignan Saliba, c'est très solide. Jusqu'à présent, ils ont bien géré tous les armes offensives de leur adversaire depuis le début. Ils ont eu quand même des profils très costauds, comme face à la Suède avec Isaac, Gyökeres, mais surtout Upamecano, le vrai patron de cette défense. Il tient bien son rôle, il tient bien son rôle de patron dans cette défense espagnole. Sur les côtés, Koundé et Lucatine, ils sont montés en puissance, surtout Koundé. Konaté fut très en difficulté défensivement. Et là, on aura encore besoin d'un grand Koundé pour contrer ce côté gauche marocain. Et au milieu, Tchouaméni. Didier Deschamps l'a dit en conférence de presse qu'il va mieux, mais je pense que le duo Rabiot-Koné pourra faire l'affaire et contrôler l'entrejeu français, et surtout contrôler ce duo au milieu marocain. Et je ne cesse pas de le répéter, Manu Koné, balle au pied, c'est plus intéressant dans le volume et dans la production qu'un Tchouaméni. Même si Rabiot, depuis le début de cette compétition, il nous montre aussi que c'est pas le milieu le plus élégant, le plus technique, mais il tient bien aussi son rôle dans cet entrejeu français. Et pour le Maroc,
Bien sûr, on a aussi leur triangle de Bermude avec Bono, Issa Diop et Riyad. La première force marocaine au milieu, El Ainoui et Bouati bien sûr. C'est la première rampe de lancement pour attaquer et ajouter à ça Ounahi qui inscrit un doublé contre le Canada en 8e. Les projections d'Ounahi avec Raimi sera très important pour le Maroc pour mettre en danger cette équipe française. Dommage vraiment la blessure de Saibari. Mais Raimi, c'est un autre profil aussi. Pas plus mobile que Saibari devant, mais ça peut donner aussi plus de travail à Saliba et au Upamecano. Pour le Maroc, pour moi, pour mettre en difficulté cette équipe française, c'est surtout de trouver ce côté d'Hakimi. Et il faudra bien sûr trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux premiers rampes de lancement, les deux milieux, le double pivot, Bouati et Lanoyi. Parce que les projections d'Hakimi sur ce côté, c'est ça l'une des forces majeures offensives de cette équipe marocaine. Bien sûr, sur le côté gauche avec El Ranous, Ounahi, Mazraoui même, ça peut aussi donner plus d'autres options. Mais le Maroc doit retrouver Hakimi et Hakimi aussi doit se retrouver et être le Hakimi très tranchant et très dangereux offensivement. Et si on parle un peu de scénario, des clés de match, je pense que si la France arrive à stopper ces deux milieux, c'est déjà un très grand pas pour dominer et mettre la pression, dominer dans le jeu. Attention quand même au réveil de Brahim Diaz. Peut-être qu'un Brahim Diaz aussi, dans l'entrejeu, face à un bloc bas, il est plus dangereux que sur une transition rapide. Et voilà de ce que je pense de ces deux équipes. Bon, pour les petites probabilités, je pense que c'est un match équilibré. Les deux équipes ont leur force et on voit instinctivement et constamment leur force de frappe. C'est un match équilibré pour moi, mais je mets quand même la France plus favorite que le Maroc à 51-49. Et surtout que le pont de touche français, il est plus fourni en qualité, surtout, que le pont de touche marocain. Et du coup, si... Voilà, j'ai oublié le petit tableau là. Attendez un peu. Les aléas du direct. Mais attendez un peu. Hop, 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 hop. Attendez. Ça arrive. Ça arrive. Et voilà notre petit tableau qu'on a utilisé pour simuler ce match. On était où par rapport à France-Maroc? J'ai dit 51-49 pour les Français. Ce sera un match ouvert pour moi. Deux équipes qui savent jouer au ballon. Mais je dis quand même que la France, elle va passer. Et avec un score
plutôt maîtrisé. 3-1 pour les Français. Voilà pour ce France-Maroc. On passe à Espagne-Belgique. C'est demain, vendredi à 22h à Los Angeles, dans la file des anges. Espagne-Belgique. Deux équipes qui se sont montrées petit à petit tout au long de cette compétition. La Belgique, bien sûr, avec ce miracle de Seattle et la leçon donnée au pays hôte en huitième de finale. C'est le meilleur match en termes de production pour la Belgique. Et l'Espagne qui a terrassé le Portugal dans les dernières minutes avec encore un but du super sub Michael Merinaldo. Et jeudi 22h, ils vont se retrouver. Ce sont les derniers 11 utilisés par les deux entraîneurs lors des matchs précédents. Et l'Espagne qui a déjà son 11 structuré avec ce quatuor Baena, Olmo, Oyarzabal, Yamal, le double pivot Pedri, Rodri et la défense portée par Koubarsi surtout, qui montre de très belles choses dans cette Coupe du Monde. La France, pas la France, qu'est-ce que je dis là, mais l'Espagne, elle a plus de certitude dans son collectif. Individuellement, par contre, je pense que Yamal, il devra montrer enfin tout son talent et tout son potentiel qu'on connaît déjà. Il doit être le vrai dynamiteur du jeu espagnol. Et au milieu aussi, Pedri, on l'a pas encore vu briller brillamment. Le vrai patron du milieu pour le moment, c'est Rodri. Ça nous déplaît pas, mais Pedri, on attend encore beaucoup de lui pour mieux contrôler le jeu espagnol. Sur le côté gauche, je pense que l'Espagne devra retrouver aussi la connexion avec Cucurella face au Portugal. Ce côté n'était pas très exploité que lors des précédentes rencontres, mais ce côté gauche avec Cucurella, Baena, il faudra aussi qu'on l'exploite un peu plus côté espagnol pour ne pas orienter à 90% le schéma d'attaque vers le côté de Yamal. Même si Yamal, bien sûr, il peut faire la différence. Et les Espagnols croient en Yamal pour faire la différence dans ce match. Pour les Belges, on l'a dit, c'était le match référent. C'était le match référence contre les États-Unis. Et Rudy Garcia, il a fait les choix forts. Il a fait les choix pour le bien de l'équipe. Même si je préfère encore voir Doku sur ce côté. Mais je pense que si j'étais à la place de Rudy Garcia, l'approche, bien sûr, serait de limiter au maximum l'influence de Yamal sur ce côté gauche belge. Et je pense que un Trossard sera peut-être plus efficace défensivement sur les retours défensifs, sur les tâches défensives qu'un Jérémy Doku. Offensivement, bien sûr, Doku, il est supérieur pour moi. Il peut aussi être une arme destructive sur ce côté de Pedro Porro. Mais ce 11 que Rudy Garcia a aligné contre les États-Unis, c'était le 11 parfait. Et on l'a vu, 4-1, c'est le meilleur match dans la production. Et sur les ponts aussi, si tu alignes le même 11, et à part bien sûr, la grosse blessure de Amadou Onana, très dommage pour lui, alors que contre le Sénégal, il a fait
une très belle entrée. Mais avec ce 11, à la place d'Onana, je pense qu'il y aura Van Aken, De Bruyne, tu peux le faire entrer en super sub. Et bien sûr, sur le banc, bien sûr, on aura le Big Rom, comme a dit le commentateur belge face au Sénégal. Tous les chemins mènent à Big Rom. Et Romelu Lukaku, il est plus pertinent et plus impactant en super sub que en titulaire. Et du coup, le petit ajustement, c'est peut-être sur le milieu. La défense, j'en parle pas. Ngoy Mekel, c'est l'axe central titulaire. C'est plus rassurant que Mekel, Arthur Thiat pour moi. Et bien sûr, la première arme défensive belge, c'est le meilleur gardien du monde en ce moment, le gladiateur Thibaut Courtois. Et le scénario, je pense que l'Espagne, ils vont voir le ballon, ils vont se créer pas mal d'occasions, mais je pense que Courtois, ils vont sauver ces Belges à plusieurs reprises. Mais sur les forces, je pense que l'Espagne est supérieure pour moi, mais pas beaucoup. Vu le réveil de cette équipe belge, si l'Espagne a surclassé totalement le Portugal en huitième de finale, je mettrais un 70-30. Mais là, la Belgique s'est bien réveillée. L'Espagne a un peu ralenti le rythme contre le Portugal. Mais en toute fin, ils ont été clutch au money time. C'est pour ça que j'ai mis les 55. Les 55, 45. Et peut-être pour la Belgique, ce qui peuvent leur avantager, c'est les rentrants. Tu peux faire entrer Doku et Lukaku. Tu peux booster à 100%, rebooster à 100% ton secteur offensif. Alors que l'Espagne, bon, il y a Michael Merino, mais dans ces moments, il faut un peu plus de la part des autres offensifs comme Ferran Torres, Nico Williams, qu'on a trop peu vu dans cette Coupe du Monde. C'est le moment aussi pour les remplaçants d'être clutch. C'est les quarts de finale. Il ne faut plus hésiter. Mais 55-45 pour moi. Et bien sûr, je vois l'Espagne le faire, tout comme la France. 3-1. La Belgique aura aussi son occasion de briller. Mais je pense que l'Espagne, ils vont maîtriser. Et ils vont peut-être refaire leur match référence contre l'Autriche. Et voilà pour cette Espagne. Cette Espagne-Belgique. Norvège-Angleterre, c'est dimanche à minuit, dans la nuit de dimanche, et dans la nuit du samedi. Bon, c'est dimanche à minuit chez moi. La Norvège, Angleterre, ça les gars. Bon, j'ai pas mis le niveau de hype pour cette Espagne-Belgique. Je pense que je vais mettre un petit 3 étoiles. Voilà. Maintenant, Norvège-Angleterre, ça, c'est 4 étoiles pour moi. La deuxième meilleure affiche de ces quarts de finale. La Norvège, elle a sorti avec la manière, on le rappelle, le Brésil. L'Angleterre, dans la bataille de l'Azteca Arena, ils ont été récompensés par leur effort collectif contre cette grosse équipe du Mexique. La Norvège, leur force, bien sûr,
c'est ce cas-là. Erling Haaland, on ne le voit pas pendant toute la rencontre. Mais à un moment donné, il peut frapper à tout moment. Et quand il frappe, il est décisif. Et il est clutch. Il est méchant. C'est un viking. C'est Haaland, l'autre Brock. Pour ceux qui connaissent la série Vikings. Mais Haaland, c'est l'homme le plus dangereux de cette Coupe du Monde. Et bien sûr, autour de lui, on a encore Sorloth, Nusa, l'entrejeu norvégien. J'adore surtout Patrick Berg du Bodo Glimt. Et je le redis, Odegaard, il faut qu'il élève un peu plus son niveau. La Norvège aura besoin d'un grand Odegaard aux côtés de ces deux compères au milieu pour exister et mettre en danger cette équipe anglaise. Nyland, il a sorti une top performance contre le Brésil. Ce sera encore peut-être une arme contre cette armada offensive anglaise. Et la grosse faiblesse par contre, c'est cet axe central, Ajer et Kem. Ils n'ont pas encore sorti un match référent. Et attention, devant eux, ils auront encore plus d'adversité, plus de qualité que face au Brésil. Certes, il y avait Vinicius sur le côté gauche, la première arme offensive brésilienne, mais et Kem ailleurs, ils seront plutôt confrontés, bien sûr, à Harry Kane et Bellingham. Et l'avantage, l'autre force aussi de cette équipe norvégienne, ils sont de visage. Ils peuvent attaquer en contre-attaque s'ils sont ces joueurs sur le terrain, mais ils peuvent aussi faire mal en attaque placée sur eux. Quand Solbakken, il fait rentrer Oscar Bob et Kjelderup, deux ailiers qui ont le profil d'ailier, qui aiment jouer avec le ballon. Et attention, cette Norvège, l'Angleterre devra s'adapter aussi à cette équipe. Mais Thomas Tuchel, on l'a vu s'adapter contre le Mexique. Bon, on va plus en parler beaucoup d'Harry Kane et Bellingham. Ce sont les premières forces offensives. Mais on a vu aussi le visage de cette Angleterre contre le Mexique après l'expulsion de Kwanzaa. Et du coup, est-ce que ce sera Jet Spence qui retrouvera le côté gauche, ou bien on aura encore des ajustements, des petits bricolages de la part de Thomas Tuchel sur ce côté droit de la défense. Mais l'Angleterre retrouve de plus en plus sa cohérence collective. Le milieu, Rice Anderson, pour pousser. Et bien sûr, Bellingham, à part Harry Kane, Bellingham aussi. Sa Coupe du Monde, elle est parfaite pour le moment. Défensivement, offensivement, il fait son boulot. Et pour cette équipe anglaise, je pense que il faudra que les ailiers surtout prennent un peu plus leurs responsabilités pour pas que Harry Kane et Bellingham feront tout les animations offensives. Et peut-être la petite faiblesse pour les Anglais, je pense, c'est l'axe Kansai. Ils ont été un peu bousculés contre le Mexique. Mais heureusement que Pickford a sorti aussi une top performance. Il y aura aussi un duel de gardien, peut-être dans cette rencontre.
Et voilà, voilà mes petites analyses pour ces deux équipes. Et pour les probabilités, Brésil-Norvège, j'ai mis 51-49. Avantage Norvège. Mais je pense les cas. L'Angleterre, ils sont sortis de l'entrée de la steak vivant. Leur mental est boosté à 1000%. La Norvège aussi, après avoir sorti le Brésil, la meilleure nation historiquement. Il y a bataille. Je pense que je resterai encore sur 51-49. Avantage Angleterre. Et à la fin, je vois que l'Angleterre, elle va le faire, mais un peu dans la difficulté, comme contre le Congo, dans la souffrance, comme contre le Mexique. Une victoire 2-1. Peut-être encore un but d'Harry Kane et de Bellingham. Et le dernier quart de finale maintenant. Peut-être le match. Le match que tout le monde attend. Moi, je mettrais un 3, tout comme Espagne-Belgique. Et si je mets le top 4, c'est comme ça pour moi. 1, 2, 3, 4. Mais Argentine-Suisse, un remake de la 8e de finale en 2014 au Brésil. Ouais, on a vu ça. Mais les deux équipes ont beaucoup changé. La Suisse qui se montre un peu plus sur la scène internationale. En Euro, ils ont déjà fait des bons parcours. En Coupe du Monde, c'est peut-être la première fois depuis longtemps qu'ils atteignent les stades des quarts de finale. Ils auront enfin les sons de Murat Yakin, l'architecte de cette équipe suisse. Quant à la Colombie, ils ont plus ou moins dominé cette équipe colombienne, qu'on a dit la meilleure équipe des phases de groupe. Mais les phases de groupe, c'est rien aux côtés des phases éliminatoires directes. Et la Suisse a sorti cette équipe colombienne au tir au but avec un très bon Kobel. Et l'entrejeu, bien sûr, entretenu par l'ingénieur Granit Xhaka. Il y avait Chachari aux côtés de lui à cause de la blessure de Manzambi. Mais on espère que Manzambi, dans ce match, on va le retrouver. Parce que je pense que face à cette équipe argentine, très prenable pour moi, cette Argentine 2026. La Suisse aura besoin d'un Manzambi pour mettre en danger cette équipe argentine. Et pour l'Argentine, on l'a vu, cette folle remontada. On va pas retourner là-bas et parler des différentes polémiques. Mais l'Argentine est là. Messi, il est toujours là à 39 ans. Il sauve encore cette équipe argentine. C'est le meilleur buteur de cette édition pour le moment. Mais pour moi, je l'ai dit dans le débrief Argentine, Égypte. Pour moi, il faut enlever d'épaule pour moi et mettre un autre profil, un profil un petit peu plus exploité la largeur du terrain sur les côtés. Et pour moi, ces trois milieux, je pense que Scaloni devra continuer avec ce milieu Paredes, McAllister, Fernandez. Parce que Paredes, son match contre l'Égypte, c'est une très belle performance. Il équilibre mieux ce milieu. Et après, en attaque, tu peux te débrouiller avec Messi,
avec Alvarez, avec Lautaro. Mais pour plus de tancher, je pense que l'Argentine devra trouver plus de moyens pour exploiter leur côté, à part les projections des deux latéraux Molina et Tagliafico. Si ça va aller jusqu'au tir au but, c'est 50-50. Il y a deux très bons gardiens au tir au but. Avoir juste l'état de forme de Messi qui a déjà raté 2 pénaltys dans cette Coupe du Monde. Mais au tir au but, je pense que c'est 50-50. Mais la plus grosse arme de cette équipe argentine, je pense que c'est leur mental d'acier. Poché depuis le match contre le Cap-Vert et booster un peu plus sur cette grosse remontada contre l'Égypte. Je vois que cette Argentine a un peu les vibes du Real 2022 et 2024. Une équipe qui n'a pas de schéma de jeu très dominante sur son adversaire, mais une équipe qui a une force mentale très forte et qui peut faire mal à tout moment avec ses individualités et surtout avec un Lionel Messi. Voilà pour cette équipe argentine. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un plan anti-Messi côté suisse? Ouais, il y aura toujours un plan anti-Messi, mais on verra ça. On verra ça, c'est dans 3 jours. C'est le matin ici, à 4 heures, à Kansas. Ne ratez pas ce rendez-vous. Mais je vois encore l'Argentine plus supérieure à cette équipe suisse, malgré leur structure collective qui ne fonctionne toujours pas pour le moment. Et voilà, et je vois cette Argentine passer et se qualifier pour les demi-finales. Voilà, la victoire argentine cette fois-ci 3-1. Et si mes comptes sont bons, on aura les 4 favoris de cette Coupe du Monde en demi-finale. France, Espagne, Angleterre, Argentine. Et voilà les amis, pour cette vidéo prono de mes quarts de finale. On fait un peu le résumé. Je vois la France gagner 3-1 dans les temps réglementaires contre le Maroc. Je vois aussi l'Espagne dans les temps réglementaires 3-1 contre la Belgique. On aura France-Espagne à Dallas pour les demi-finales. De l'autre partie du tableau, l'Angleterre va passer un peu plus dans la souffrance et la difficulté contre la Norvège 2-1. L'Argentine aussi va passer. Mais on aura encore peut-être un match à rebondissement dans tous les scénarios, tous les scénarios possibles à Kansas. Mais je vois quand même l'Argentine passer. Et en demi-finale, l'autre demi-finale, l'affiche de l'autre demi-finale pour moi, ce sera Angleterre-Argentine. Ce sera des grands classiques de la Coupe du Monde et du football international. Et voilà les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour suivre cette fin de la Coupe du Monde avec moi. On est dans la dernière ligne droite. Les quarts de finale, c'est un peu la dernière épreuve d'orientation et le dernier conseil. Qu'est-ce que je dis là? Non, c'est un peu la dernière épreuve d'immunité et le dernier conseil avant les épreuves de l'orientation. Si on joue un peu à Koh-Lanta, l'orientation, c'est les demi-finales et les poteaux plus le conseil final,
c'est la grande finale. Match pour la 3e place, c'est du bonus. Mais voilà ce que je ressens, le vibe, ce que je ressens. Et j'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. Merci à vous tous. Bye bye.